Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Je suis un peu leur associé externalisé. Ce podcast est produit par le Studio 29. Si tu veux encore plus d'invités complètement dingues, ce qui va nous faire des épisodes encore plus fous les uns que les autres, abonne-toi, commente et like. Bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Robin. Bienvenue, merci. Bah écoute, on a de la chance. Tu t'appelles Robin Raffetin. On a eu Alex Raffetin sur le podcast, que les gens connaissent déjà. Bon, je pense que tu vas nous expliquer un peu qui est Alex Raffetin au fur et à mesure. On a pour habitude de ne pas présenter nos invités, donc je vais pas te demander de faire cet exercice qui parfois est très chiant, soit dit en passant. Et on va commencer notre podcast avec la question que je pose à absolument tout le monde, qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie pro, dans ta vie perso? Déjà, merci pour l'invitation. Très content d'être là. Ça va être assez simple. Ça va être tout ce qui est symptômes digestifs. J'ai eu énormément de choses quand j'étais petit, même si en soi, je suis pas très vieux. Mais ça m'a beaucoup handicapé. Et au final, un peu le cliché, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce que je fais tous les jours, quoi. Donc, nutrition, tout ça. Trop bien. Alors, pour donner un peu de contexte, on m'a fortement conseillé de t'avoir dans le podcast pour mettre un peu de teaser pour tous les gens qui vont nous écouter, parce que tu as beaucoup de connaissances. Forcément, c'est lié aussi avec ce qui t'est arrivé avec cette anomalie. Et je connaissais pas ta réponse, donc ça me donne aussi un très très bon moyen de rebondir là-dessus. Il y a plein de choses qui se disent sur la nutrition, il y a plein de choses qui se font sur la nutrition. Et toi, t'as été directement impacté à titre personnel par ça. Donc ça nous permet d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit, avant d'aller sur ce sujet-là, il faut absolument que tu aies Robin dans ton podcast. Sur LinkedIn, tu es aussi tu communiques beaucoup. Il se passe pas mal de choses sur LinkedIn autour de ça. Est-ce que je pourrais dire que tu es clivant sur ce sujet-là? On peut dire que tu es clivant. On peut dire que tu es clivant, trop bien. Donc pour tous les gens qui vont nous écouter là maintenant tout de suite, sachez qu'on va aborder plein de sujets, forcément ton parcours à titre perso, mais aussi toute ton expertise. Et pour revenir et faire justement un petit retour vers le passé, pour le coup, ces problèmes digestifs, toutes ces petites choses dont tu parlais, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était et qu'est-ce que ça a causé chez toi? Ouais, encore une fois, assez simple. Je pense qu'il y a presque tous les Français qui en ont fait l'expérience. C'est-à-dire des problèmes de ballonnement, le fait d'aller à la selle très fréquemment. Voilà, tous ces petits symptômes qui sont pas forcément cool. Moi, j'avais ça de façon chronique et excessif, au point que, en fait, socialement parlant, ça devient compliqué, mine de rien. On vient réagir à certains aliments, certaines situations de stress. Et donc, forcément, voilà, ça impacte le quotidien. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Tu savais ce que c'était? En fait, quand tu étais petit, on t'avait diagnostiqué quelque chose, ou c'était juste, il a mal au ventre, le fameux... Voilà. Au tout début, il a mal au ventre. Le second, le fameux, tu commences à être un petit peu trop stressé. Le troisième, c'est là où on vient plus personnaliser, on va dire, les symptômes en mode, en fait, cette personne, c'est ses symptômes. Okay. Un tel, il est comme ça, on le sait. Sans se dire que potentiellement, on pouvait inverser tout ça ou quoi que ce soit. Donc après, moi, j'ai commencé un peu à croire à toutes ces histoires en mode, je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est tout. C'est quoi les premiers symptômes? Alors, quand tu étais plus jeune, quels ont été les premiers symptômes que toi, t'as perçus en disant, putain, en fait, ça me casse les couilles, en fait, ce que j'ai là. Ou en tout cas, je sens que c'est pas forcément normal ou qu'il y a un truc qui déconne. Ouais, très sensible au stress au niveau du ventre. Je me suis jamais senti stressé niveau cerveau ou quoi que ce soit, mais toujours un peu les intestins noués. Et après, forcément, les symptômes qui vont avec, le fait de devoir aller aux toilettes très très régulièrement. Donc au début, c'était ça qui se passait. Et je m'apercevais qu'autour de moi, c'est pas vraiment ce qui se passait pour les autres. Eux étaient quand même tranquilles. Tu voyais qu'il y avait une vraie différence entre guillemets, ton transit et le transit des gens, Oui. ou en tout cas le rapport au stress, qui toi avait un impact physiologique sur toi, et eux qui finalement peut-être étaient plus stressés en le disant, mais physiologiquement il se passait rien. Mais clairement, et le pire avec ces symptômes-là, c'est qu'en fait personne n'en parle. Donc c'est-à-dire que même moi qui en faisais l'expérience, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais eu aucune idée en fait de ce que j'avais. En mode, mais ça fait 10 ans on se connaît, j'avais aucune idée que t'avais tout ça. Donc moi, quand j'en fais l'expérience, et que autour de ça, je vois que les gens ils ont rien du tout, si ça se trouve en fait il y en avait quelques-uns qui eux aussi l'avaient, mais le but c'est que personne n'en parle en fait. Donc du coup tu te retrouves un peu tout seul et tu te dis que c'est juste toi t'es comme ça, tu l'acceptes et voilà, c'est la vie. Bon, en fait non, mais
Il y a peut-être une solution. Avant que tu me dises ce que c'est, je vais te poser la question de forcément qu'est-ce que tu avais, ou en tout cas qu'est-ce que tu Ouais. as pu savoir. Tes parents, à ce moment-là, eux, ils étaient. En fait, je suis papa, moi, Ouais. aujourd'hui. Donc, forcément, le coup de la fatigue, le coup du stress, c'est en même temps une manière de résoudre un problème en apparence qui paraît simple. On dirait, ah, il est juste fatigué, il est juste. Donc, forcément, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tes parents, ils avaient aussi cette prédisposition à ne pas découvrir les codes, ou est-ce qu'ils avaient aussi ces compétences pour les découvrir et t'emmener vers ce que tu fais aujourd'hui? Non, ils avaient aucun outil, aucune info, quoi que ce soit. Du coup, forcément, ils répétaient un petit peu ce que tout le monde dit. Bah voilà, hein, c'est le stress. Et c'est vrai qu'eux ont jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Euh, et après, sur papier, j'étais quand même, mine de rien, une des personnes les plus saines, façon de parler, dans le sens où ben, mon père, lui, il était ancien joueur pro de tennis, donc il a tout le temps fait ça toute sa vie. Alors, bon, maintenant, il est prof. Mais du coup, j'ai tout de suite été éduqué au fait de faire du sport presque tous les jours. Bien manger, on mangeait très peu de gâteaux, sucreries ou quoi que ce soit au niveau des gros repas, tu vois, si tu veux. Voilà, sommeil, alimentation, tout bien, quoi. Donc en fait, Il y avait déjà cette culture de bien manger parce qu'ils savaient qu'il y avait un impact quand ah même oui, sur oui, le. clairement, clairement. Ah ouais. Alors bien manger, du coup, la définition diffère selon les personnes, Selon les années aussi. selon les années, selon il y a énormément de choses à voir là-dessus. Mais en tout cas, on mangeait ce qui, selon les recommandations, était très bien, quoi. Et c'était quoi? Tu sais quoi par exemple Alors, on mangeait pas trop d'aliments transformés, enfin ultra transformés, on va dire, voilà, tout ce qui est fast-food, tout ça. Et après, à part à 4 heures, on était des enfants, donc franchement, à 4 heures, je vais être très honnête, on mangeait des gâteaux. Hmm. Mais rien d'autre, c'était des gâteaux. Sinon, après, on mangeait énormément de fruits et légumes, en fait. On faisait des salades, on appelait ça comme ça, donc c'est des salades composées, mais au point que ça soit devenu vraiment très connu niveau potes, même les potes d'Alex, mon frère, tout ça, c'était les salades de ma mère, en mode, elles étaient connues un peu dans... De la bande de potes, de Ouais, tous voilà, vos voilà. amis. Et donc on faisait voilà, plein de fruits, légumes, plein de trucs comme ça, très peu de nourriture animale. Je pense qu'on devait manger des œufs 1 ou 2 fois dans la semaine, viande 1 fois, mais voilà, beaucoup de salades. Beaucoup. Enfin, de salade composée, du coup, Oui. pour être précis. Donc déjà, alors, parce que le sujet de la viande va être un sujet qu'on va aborder pendant le podcast, encore des teasers. On va. Donc tes parents, t'es en train de me dire presque ils mangeaient pas de viande? Ils en mangeaient très peu. Je sais pas s'ils pensaient que c'était mauvais ou non, pour être honnête. Mais en fait, le truc qu'il fallait faire à cette époque, et ce qu'il faut apparemment toujours faire aujourd'hui, c'est privilégier les fruits et légumes. 5 fruits et légumes par jour, tout le monde connaît cette phrase, et donc forcément, ben, on met une abondance de ça dans l'assiette, et on va manger ça en permanence. Moi, pour être honnête, j'adorais. J'étais 5 fois par jour aux toilettes, mais j'adorais, ok. Et ouais, je sais pas, on te dit que c'est ça, les pros ils disent tous qu'il faut faire comme ça, donc c'est comme ça. Donc tes parents, pas végétariens, mais en tout cas une prédisposition à pas manger trop Ouais, de viande animale. encore une fois, voilà, ils étaient pas très nourriture animale, mais je sais pas, pour être honnête, c'est vrai que je leur ai jamais posé la question, malgré les 1 milliard de débats qu'on a eu, mais je sais pas s'ils étaient contre la nourriture animale. Après, pour être très honnête, par rapport à où est-ce que moi je me suis orienté ensuite, il y a eu pas mal de petits débats et tout, et je sais que ils avaient une petite idée quand même. Mais je Ok. sais pas s'ils étaient vraiment dans le il faut limiter la nourriture animale à 100%, quoi. Bon, on a eu Alex, on t'a toi, peut-être qu'on aura tes parents. On est parti pour devenir un podcast familial. Dans pas très longtemps, toute la famille Raffetin, si vous nous écoutez, mettez des likes pour avoir toute la famille. Pour venir ces symptômes que tu avais, physiques ou physiologiques, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait, maintenant avec un peu de recul et d'expérience, tu sais ce que tu avais et pourquoi tu avais ces symptômes? Oui, je pense que... Alors, on appelle ça une hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est? On va avoir l'intestin, la paroi, qui est censée être perméable pour pouvoir absorber les nutriments, justement. Sinon, c'est impossible, voilà, justement, de proprement se nourrir, tout ça. Et le souci, c'est quand c'est hyperperméable. Et on se retrouve à absorber beaucoup trop de choses. Et du coup, des choses qui sont censées être excrétées, d'accord? Au niveau de la paroi de l'intestin, en fait, on dit souvent que... euh, dans cet intestin, à l'intérieur, en soi, c'est toujours l'extérieur. Parce que c'est jamais réellement à l'intérieur de toi. Ok? Et ton corps vient derrière choisir ce dont il a besoin. Et ce dont il n'a pas besoin, il est censé l'excréter. Le souci, c'est quand tu commences à justement absorber ces choses-là que tu es censé excréter. Et là, il commence à y avoir pas mal de petits trucs qui se passent. Tu vois, inflammation et potentiellement des infections, etc., etc. Donc avec du recul, enfin un énorme recul,
je sais pas combien d'années de recul. Je pense que c'est un peu le driver principal. Et après, forcément, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mais bon, je pense qu'on en parlera petit à petit. On va y aller petit à petit, exactement. Mais c'est quoi les symptômes? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire, en fait, ce terme-là, on l'a déjà beaucoup entendu. Si on utilise LinkedIn, t'es monsieur intestin. Ouais. Le petit mot qui revient souvent sur toi, c'est ça. Il y a plein de trucs autour de l'intestin, il y a plein de choses. Si toi, tu peux nous parler des symptômes que tu as sentis ou que tu as vus ou que maintenant tu continues de voir, est-ce que tu peux nous en parler pour que les gens puissent au moins voir s'ils sont concernés ou pas? Ou en tout cas, est-ce que c'est pour eux peut-être un sujet qui devrait traiter, en tout cas, en prendre conscience? Déjà, au niveau des symptômes intestinaux, en soi, de base, ils sont pas très graves en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire que si un jour tu vas avoir des ballonnements, un reflux acide ou quoi que ce soit, c'est pas très grave au tout début. Ce qui est grave, c'est quand ça commence à être chronique en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si un lendemain de soirée, tu passes un peu trop de temps aux toilettes, en soi, il n'y a rien d'anormal, d'accord? Donc un symptôme de base en lui-même, ça donne un premier signal. Est-ce qu'on s'alerte ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand c'est chronique, d'accord? Donc encore une fois, moi, si jamais une fois il se passe quelque chose de mauvais, ok, c'est pas très grave, tu continues ta vie, tu fais tout et normalement c'est censé s'autoréguler très rapidement. Si jamais c'est pas le cas, c'est là où on vient creuser. Une personne qui dit en permanence j'ai énormément de gaz, ou alors je vais aux toilettes que 2 fois dans la semaine, ou à l'inverse je vais aux toilettes 4 à 5 fois par jour, et ça en permanence, tout ça c'est strictement pas normal. Donc à partir de là, forcément moi je conseillerais de consulter. Il y a je sais pas si à l'heure actuelle, vous allez avoir énormément de réponses en fonction des symptômes. Sur certaines pathologies, il y a clairement 0 réponse. Sur d'autres, ils savent aider correctement. Mais ça serait un peu la première démarche, ouais. Les intolérances? Moi, j'ai un Ouais. vrai sujet avec les Ouais. intolérances. Pour en avoir, où on est limite, j'ai fait plusieurs tests pour partager un peu ça. Et en fait, c'est une sorte d'errance. On se pose la question, on nous fait les tests, hein, je l'ai fait plusieurs fois ce test. Monsieur, vous êtes allergique à rien du tout. Et t'es en mode, je m'invente quelque chose en fait. Je suis en train de m'inventer quelque chose. Je sens que mon corps il réagit pas bien à certains éléments, aliments, il y a plein de trucs. Et moi, je me souviens avoir posé la question à cet allergologue, qui était en plus de ça, pas très malin dans l'aspect relationnel, qui a commencé en disant, monsieur, vous n'êtes pas allergique. Comme ça, du premier rendez-vous, il me dit que vous n'êtes pas allergique, monsieur. Je fais alors, écoutez, monsieur, moi, je suis venu pour savoir si je l'étais, ou en tout cas intolérant. C'est très mal passé. Évidemment, je suis reparti avec un diagnostic qui était, monsieur, vous êtes allergique à rien. Vous devez tester tout seul, vous, de votre côté. Est-ce que vous êtes intolérant à ci, intolérant à ça? Et en fait, tu repars avec en disant, mais en fait, t'as l'impression de venir en cherchant une réponse, et tu repars avec encore plus de questions. Parce qu'en fait, t'as l'impression de devenir fou. T'as l'impression que tu te mens à toi-même et que ton corps, physiologiquement, il réagit à ce que. Donc, je comprends. Et est-ce que tu es d'accord avec ça ou À je suis peut-être 100%. un petit Non, cas à non, part finalement? à 100%. Et c'est ça qui est très dur, je trouve. C'est que après, ça dépend de la gravité des symptômes. Mais le plus dur, je trouve, c'est le fait d'être seul, au final, dans tout ça, et que personne ne comprend. C'est-à-dire que les réponses qu'on va chercher à droite, à gauche, en permanence, nous ramènent au c'est un peu dans ta tête quand même. T'es un peu. Voilà. À un moment donné, il va falloir prendre du recul. On a fait les tests, tout est très bien. Donc, à partir de là, maintenant, il faut arrêter, quoi. Et limite, il y a un peu ce côté froid qu'il peut y avoir. Des fois, j'avais l'impression de déranger. C'est exactement ça. Excusez-moi. Mais ça c'est ce que vraiment 100% des gens que moi j'accompagne me sortent ce même discours. C'est la notion de déranger, c'est la notion de personne comprend. Et après, ça vient instaurer un peu si tous les jours, alors j'exagère, mais si tous les jours, vraiment toute ta famille, tes potes te disent franchement, t'es un mec bizarre, au bout d'un moment, tu vas commencer à dire franchement, il y a un truc qui va pas. Mais oui, Ouais, non, mais ouais. c'est horrible, mais c'est ça. Surtout quand ça vient de proches aussi, parce que ça impacte, mine de rien, énormément, Ouais. parce qu'on a tendance à avoir leur parole a un peu plus de poids, tu vois. Ah non, vas-y, tu peux tester, allez, une fois, vas-y, prends-le. Moi, je suis intolérant au lactose. Le nombre de fois, on dit, c'est pas vrai. Oh, tu peux pas être en mode genre, vas-y, essaye, et peut-être que c'est, genre, ce truc de peut-être que c'est pas, Et t'es pas vraiment vrai, en fait. Peut-être que tu te l'inventes. Vas-y, tu fais, en fait, non, ça ne passe pas, les gars, ça ne passe vraiment pas. ouais. Donc, je le vois très bien. Mais ces personnes, en fait, elles n'ont pas les outils pour t'aider, déjà de 1. Et de 2, elles savent vraiment pas quoi dire. Et ouais, elles savent pas trop quoi faire. Donc un peu le truc par défaut, c'est t'inquiète. Tu vois, Ouais. elles n'ont pas les outils. Donc au tout début, tu leur en veux un peu. Après, sur le long terme, tu commences à comprendre qu'en fait,
elles ont juste pas les outils, quoi. Donc il y a ce côté imperméabilité. Hyper-perméabilité. Donc la perméabilité qui est hyper. Donc c'est problématique qu'il y a au niveau de l'intestin que tu appelles. L'hyperperméabilité C'est intestinale. très bien. Heureusement que tu le dis. De toute façon, je vais le bafouiller au moins une fois pendant ce podcast. Toi, c'est ce que tu avais. Alors, on En n'a tout cas. pas de preuve à 100%. Ouais. Tout laisse à penser que, à 99,9%, la seule façon de le savoir, pour être honnête, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il y a un test qui se fait uniquement aux États-Unis qui s'appelle le Cyrex 2. C'est ce qui permet de savoir si tu as une hyperperméabilité intestinale. À savoir que, pareil, ça, personne n'en a jamais entendu parler. Enfin, normalement, il y a différents types d'hyperperméabilité. Avec intercellulaire et transcellulaire, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y a vraiment un test qui permet de savoir ça. Sinon, tu peux pas le savoir, mais tu as juste énormément de symptômes qui laissent à penser à 99,9% que tu vas avoir ça. C'est un signe classique. Un peu comme si voilà, tu avais des symptômes où tu vas à la selle. Excuse-moi les détails, mais voilà, Ouais. selle un peu molle. T'as pas besoin de faire un test, tu sais, c'est une diarrhée, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà où on se situe niveau hyperperméabilité. Tu vois, même moi, C'est très bien. Je ne vais pas le dire le mot. Je ne vais pas dire Alors, le mot pendant tu peux ton dire podcast. intestin qui fuit, sinon. Intestin qui fuit, ça me C'est va un très peu bien. ouais. On va garder ce terme. Pour aller entre guillemets, sur la fin de cette histoire en termes de diagnostic, et tu nous expliqueras peut-être comment tu as réussi, ou en tout cas par rapport à ça. Donc, tu n'as plus cet intestin qui fuit aujourd'hui ou... Non, mais c'est quelque chose. On parle plus façon de parler de rémission. Alors, on n'est pas dans une maladie auto-immune ou même chronique, de malade ou quoi que ce soit, mais il faut que je fasse attention en permanence, je le sais. À quoi, Ça, par exemple? à mon mode de vie de façon générale, donc ça va être forcément sommeil. J'ai une très mauvaise relation avec le sommeil, personne ne le sait, je pense. J'ai eu énormément de soucis de sommeil étant petit, donc c'est, je pense, le truc qui m'impacte le plus. Et après, forcément, l'alimentation. Consommer des bons aliments, donc une majorité d'aliments entiers, si ce n'est presque du 100% pour être honnête avec moi. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire de toute façon, hein. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire ça, mais pour moi, potentiellement, et privilégier un petit peu la nourriture animale pour le coup. Donc voilà. Privilégier la nourriture animale, Ouais. ce qui est à contre-courant Ouais. de toute la communication qu'on peut voir aujourd'hui. On va aller sur cette thématique-là. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu as réussi un peu à dompter ton... Je sais pas si je peux utiliser ce terme-là, cette sorte d'atypie intestinale. Ouais. Qui au final correspond énormément de Français. Ouais, ce que j'allais dire. Énormément, en fait, énormément. Est-ce qu'il y a un truc... Il y a pas une digestion ou une manière de fonctionner digestive normale ou... Bien sûr. En fait, alors ça c'est un sujet super intéressant. C'est qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont banalisées. Et je trouve qu'on généralise trop la différence au point que, alors attention à ce que je vais dire, on a l'impression que tout le monde doit être différent. Et moi, ce que j'aime bien dire en santé classique, c'est qu'on est quand même plus ou moins presque tous fait pareil. Et il y a certaines règles qui s'appliquent à tout le monde. Après, peut-être que oui, toi, tu vas un petit peu mieux digérer ça ou tolérer ça ou quoi que ce soit, mais l'appareil digestif, c'est pratiquement le même pour tout le monde, d'accord? On a plus ou moins tous besoin du même nombre de sommeil, on a tous besoin un peu de la même alimentation, etc. Après, effectivement, tu peux aller dans des petites subtilités. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes un peu les réseaux ou quoi que ce soit, tu as l'impression que les gens, ils peuvent partir sur des extrêmes, mais de malade, quoi. Vraiment des extrêmes de fou. Et t'as envie de dire, non, mais ton intestin, il fonctionne comme ça. Après, tu peux avoir des symptômes différents, tu vois. Donc, il y a des gens qui, effectivement, vont moins bien digérer les glucides, et d'autres moins bien digérer les lipides. Et donc, la personne qui digère moins bien les glucides, elle va dire « Ah, moi, quand je suis en full lipides, je me sens trop bien, c'est l'alimentation qui me correspond. » Le régime cétogène. Voilà. Et ceux qui digèrent très bien les lipides, les glucides et pas les lipides, ils vont dire « Non, moi, justement, tout ce qui est cétogène, c'est nul, mais franchement, c'est nul. Il faut faire un full glucide. » En fait, ce qui se passe, c'est que les deux ont des soucis dont ils sont pas au courant, et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent sur ces extrêmes. Mais il y en a un qui a juste un souci qui fait qu'il n'arrive pas à digérer ça, et l'autre, il a un autre souci qui fait qu'il n'arrive pas à digérer ça. Et eux, ils vont penser que c'est deux personnes complètement différentes. Moi, le régime qui me correspond, c'est lui, et l'autre, c'est lui. Et c'est pour ça qu'après, tu as des débats interminables sur Internet. Ce régime, c'est le meilleur, ou alors non, c'est lui, ou alors non, c'est lui. C'est juste qu'en fait, ils ont tous des soucis
Mais ils sont pas au courant qu'ils ont des soucis. Ils pensent juste que voilà. On retrouve cette thématique dans énormément d'industries, autres que l'alimentation, parce que moi, forcément, je fais un parallèle avec le fait de se comprendre soi. Il y a alors, je sais pas si c'est un mythe, peut-être tu vas dire que oui, mais ou non, ou tu vas confirmer que c'est. On dit, et en tout cas, ce qui paraît dans les études, c'est il y a des neurones dans les intestins, et donc il y a forcément, il y a un gros débat entre est-ce que c'est les intestins qui commandent le cerveau par le fait qu'ils digèrent certains éléments et qui envoient les informations, ou inversement. Bon, ça, je vais pas aller, je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a beaucoup le fait de se connaître soi, le fait de la connaissance de soi, il y a beaucoup de la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Il y a un truc très cognitif dans cette histoire qu'on prône et que moi je dis aussi, hein, le plus important, c'est si tu sais comment tu fonctionnes, en tout cas mentalement parlant, ce qui a du sens, ce que tu aimes faire, comment tu le fais, quel retour, quel plaisir ou pas tu as à le faire, c'est presque que cognitif finalement. Et toi, tu es en train de me dire que, en tout cas, je fais un parallèle avec ce travail qu'on fait sur du cognitif. Il y a un deuxième travail qu'il faut faire, quasiment, et qui a autant d'impact, c'est le fait de se connaître soi-même, un peu son identité digestive. Si je mets un terme à peu Ouais. près là-dessus, une sorte de carte d'identité digestive, on a quasiment tous la même. Il y a quand même des spécificités qu'il faut savoir respecter, connaître, pour ensuite les appliquer pour la suite. Si je résume. Ouais, exactement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le truc que moi, je me suis aperçu en santé, c'est que c'est super important de s'écouter pour être à l'écoute justement des signaux qu'on reçoit. Et donc, en général, ce que les gens font quand ils reçoivent ces signaux, c'est qu'ils essaient de les inhiber. D'accord? Et en alimentation, ça va être on va arrêter certains aliments et on va s'écouter et du coup, on va mieux digérer. Mais la conclusion pour 99% des gens, c'est ok, cet aliment ne me convient pas. J'ai appris à m'écouter, maintenant je l'ai arrêté, ça va mieux. Et je suis comme ça. Le fait de ne pas manger cet aliment représente Robin. Robin ne mange pas cet aliment, ça va mieux, je m'écoute. Et en fait, non. Enfin, oui, au tout début. Et ensuite, ça serait bien de comprendre que, ok, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à digérer cet aliment? Qu'est-ce qui se passe? Ton corps, là, il t'envoie un signal. Il te dit, tu n'arrives pas à le digérer. Plutôt que de dire, ok, à vie, je ne peux pas le digérer. Pourquoi? Et en fait, tu peux justement inverser ça, potentiellement, à part si on est sur une allergie, qui est un autre... Ouais, il y a qui est une grosse différent d'une différence entre, intolérance, voilà. une hypersensibilité, des choses comme ça. T'es en train de me dire que je vais pouvoir remanger du lait? J'ai Alors, refait un test il y a pas très longtemps, je te dis c'est pas concluant. ouais, Je te le dis tout de suite. ouais, alors déjà ces tests d'intolérance, pas les tests pour l'allergie, d'accord, mais Ok. les tests pour l'intolérance sont pas très fiables. Ouais. Ils coûtent très cher. Parce qu'il Et m'a dit, il m'a dit que c'est une prise de sang, un truc comme ça, ouais, et c'est qu'en une plus prise c'était de pas. sang, voilà, ça vient prendre en compte immunoglobuline A, G, tout ça, etc. Ça, c'est en rapport avec une question de temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je sais que toutes les personnes qui font ces prises de sang, moi, je l'ai faite d'ailleurs. J'ai été le premier à faire l'erreur, quoi. Enfin, façon de parler. Et à chaque fois, ce qui revient, tu vas avoir en général le lactose, les blancs d'œufs, potentiellement les jaunes d'œufs. Un truc très drôle qui arrive, c'est les petits pois qui à chaque fois se met là. J'ai jamais creusé, mais c'est un truc qui revient souvent quand même. Ok. Après, tu vas avoir gluten, Crustacés, je non? sais plus comment il est. Arachides, non? Ouais, alors ça, je l'ai jamais trop Ouais. vu. En général, ça c'est plus typique d'une allergie. Ok. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les intolérances, ça veut pas forcément dire que tu peux plus jamais en consommer ou quoi que ce soit. En plus, sur ces tests, les méthodes de calcul sont un petit peu biaisées et si je dis pas de bêtises, c'est fait à partir d'aliments crus, alors que toi, tu as tendance à consommer les aliments, ils sont cuits. En plus de ça, sur certaines études, ils montrent qu'il y a certaines actions qui sont un peu inhibées quand tu mélanges des aliments, etc. Donc en fait, tu t'aperçois que ils sont pas super fiables. Et c'est surtout qu'il y a un deuxième point qui est super important, c'est que quand tu as la paroi de l'intestin, donc cette hyperperméabilité qui est là, tu viens réagir à plus d'aliments que la norme. Est-ce que ça veut dire que c'est l'aliment en question qui pose problème? Non, c'est juste ton intestin qui pose problème. Et du coup, qui vient réagir à quelque chose qui de base est complètement inoffensif. Ok? Donc, ce qui est super important, c'est d'arriver à dissocier ok, c'est pas l'aliment le problème, c'est moi. Ok, oui. Alors après, il faut accepter d'avoir un problème aussi des fois. Ok. Mais donc du coup, si tu viens réparer cette paroi intestinale, il y a énormément de choses qui peuvent s'améliorer. Et donc potentiellement pour le lait, c'est un peu, je pense, ce qui t'intéresse le plus. Ça m'intéresse pas mal. Dedans, tu vas avoir le lactose, ok, où les gens, justement, peuvent être intolérants au lactose. Si je dis pas de bêtises, pareil, on est sur du 66% des gens dans le monde sont intolérants, ok. Donc de base, on est tous intolérants. En fait, il va y avoir une enzyme pour digérer le lactose, c'est la lactase, et il s'avère qu'elle se produit dans les intestins, d'accord. Donc, si tes intestins ils sont en mauvaise santé, tu as du mal à produire cette enzyme, c'est un petit ciseau, tu vois, qui découpe le lactose, et du coup, tu commences à devenir intolérant.
La première chose à se demander pour savoir si tu es réellement intolérant ou non, c'est est-ce que je pouvais consommer du lait avant. Et il y a beaucoup de, enfin, ou des produits laitiers. Il y a beaucoup de personnes qui, moi, me disent, bah, en vrai, jusqu'à 14, 15, 16, 17 ans, 20 ans, je pouvais vraiment consommer des produits laitiers. Et là, maintenant, je peux plus. Si c'est réellement ça, ça veut pas dire que tu es intolérant de façon génétique, tu vois. En mode, il te manque l'enzyme. Donc, je résume un petit peu. Tu as ce lactose qui vient. Toi, tu as besoin de la lactase. C'est une enzyme, ok. Et soit tu ne la produis pas du tout, c'est génétique, d'accord. De base, on est tous censés ne plus la produire, tu vois, après 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Et ensuite, il y a eu des modifications génétiques, tu vois, qui fait qu'on a commencé, donc on appelle ça la lactase persistance, et on a commencé à la produire encore. Et donc il y a des gens aujourd'hui qui, franchement, ils sont nickel avec ça. Donc maintenant, si toi, tu produis de la lactase, ok, en permanence, donc c'est cette enzyme, et que maintenant tu es intolérant alors que tu la produisais, c'est que ta paroi, elle est enflammée, ok. Donc vraiment, ça fait peut-être un petit peu, Non. petit peu d'infos. Ah non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'ai envie de te dire comment on fait pour résoudre ce problème, mais on va pas faire une consulte filmée. J'ai forcément envie de te dire, mais il y a plein de gens qui pourraient se poser la question également de comment faire pour que son intestin ne soit plus perméable. En tout cas, hyper perméable, voilà, hyper c'est ça. perméable. Ah, je l'aurais dit quand même. Ouais. Pardon, donc défi loupé. Comment on fait pour qu'il ne soit plus, en tout cas, hyper perméable Ouais, comment c'est possible? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est là où, en fait, tu t'aperçois directement que tu passes dans un autre monde. Et tu te dis, ok, mais ce que je suis censé faire sur papier pour guérir ça, c'est à l'opposé de mon mode de vie actuel, de toute ma famille, mes potes, déjà qui me prenaient pour un zinzin de base, en mode je prenais pas cet aliment. Là, si il faut vraiment que je mette en place certaines autres actions, ils vont me prendre pour un fou. Donc il y a pas mal de personnes qui disent, bon ok, tu sais quoi, je garde ça à vie, je me sens pas prêt de faire tout ce qu'il faut. Pour les personnes qui se sentent prêtes, c'est là où tu te retrouves à éliminer pas mal de choses, pour être honnête. La viande, par exemple? Tout l'inverse. Tout l'inverse. Alors, on va y aller parce qu'en fait, dans ce que tu dis, je rebondis juste. Aujourd'hui, partout, tout le monde, comme tu disais, a la technique, l'alimentation. On a eu que les carnivores, carnivore diète, je crois que ça s'appelait comme ça. On a aujourd'hui une grande partie qui va pour plus de végétal de manière globale pour plein de raisons écologiques, peut-être on y viendra justement. Donc aujourd'hui, on est quand même sur une tendance, même il y a des documentaires Netflix que tu adores particulièrement. C'est pas conspiratif, on a dit que c'est comment il s'appelait? C'est Game Changers. The Game Changer, que j'ai regardé et j'ai arrêté de manger de la viande pendant 1 mois avec ma femme pour justement. Alors franchement pour de vrai ça pose pas de problème plus que ça. Je me suis pas senti moins bien, je me suis pas senti mieux non plus pour le coup. Mais tout pousse actuellement, en tout cas dans la communication de manière globale, écologiquement parlant, pour plein d'aspects, aujourd'hui la viande doit perdre du chemin. Et j'ai l'impression que t'es pas du tout d'accord avec. C'est pas l'impression, je sais que tu n'es pas d'accord avec toi. Et j'ai envie de savoir pourquoi. Ouais, bien sûr. Donc déjà, c'est un sujet immense. Il va falloir être concis. On a un peu de temps encore. Ouais, la viande, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je dis toujours que pour comprendre l'alimentation, la nutrition, il faut comprendre la politique. Et tu t'aperçois quand tu remontes de plus en plus, quand tu commences à creuser énormément, qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Entre les glucides et les lipides, il y a eu une petite guerre qui a été gagnée par les glucides. Voilà, ouais, mais ça, pour moi, ça reste c'est tranquille. Okay. C'est sur le côté. Ça, c'est un truc de niche. Par contre, il y a un débat qui concerne tout le monde, c'est la viande. Donc, comme tu l'as dit, en général, c'est santé, environnement et éthique. Tu vois, c'est un peu les trois piliers. D'un point de vue santé, les médias disent en permanence qu'il faut justement limiter la consommation de viande. Tout ça, aujourd'hui, ne se base que sur des études qui ne montrent pas ça. Donc, déjà, ça paraît insensé. Il y a 2 types d'études, on va dire. Il y a énormément de types d'études, mais en majorité, on va dire qu'il y en a 2. Les études d'observation et les études expérimentales. Donc les études d'observation, c'est donc justement les chercheurs, ils prennent une population, il n'y a aucune expérience, rien, ils modifient rien au mode de vie des gens, quoi que ce soit, juste ils observent ce qu'ils font, d'un point de vue sommeil, alimentation, ce que tu veux, ok ? Et ils essaient de chercher des corrélations, d'accord ? Et c'est là où ils se sont aperçus, en fait, donc en général, ce qu'ils font, c'est un questionnaire de fréquence alimentaire. C'est-à-dire que les gens doivent remplir
Ce matin j'ai mangé ça, hier j'ai mangé ça, avant-hier j'ai mangé ça, etc., etc. Donc en soi, tu sais pas du tout ce qu'ils font matin, midi et soir en termes de quel job ils ont, est-ce qu'ils sont en dépression ou quoi que ce soit. Juste pour ces études-là, tu vas savoir ce qu'ils mangent en fait. Et ils se sont aperçus que plus tu mangeais de la viande rouge, plus tu avais des risques de maladies cardiovasculaires ou de cancer colorectal ou quoi que ce soit. Mais ça reste que des corrélations, d'accord? Le principe d'une corrélation, c'est juste de mettre en avant quelque chose, mais t'es pas sûr à 100%, d'accord? Corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Donc l'exemple qu'on donne en général, c'est l'été, bah, il fait plus chaud, la consommation de glace augmente, parce qu'il fait plus chaud, mais aussi le taux de coups de soleil augmente. Est-ce que tu peux dire que manger de la glace donne des coups de soleil? Non. Ok? Il y a un facteur intermédiaire entre les deux. Pourtant, la corrélation, elle est presque parfaite. Tu regardes les études d'observation et tu vas dire, effectivement, en été, il y a de plus en plus de gens qui prennent des coups de soleil et il y a de plus en plus de gens qui mangent des glaces. Et tu dis, il y a une corrélation parfaite. Et du coup, tu vas dire que il y a un lien entre eux ou une corrélation, et c'est ce que tu vois en permanence sur les articles ou dans les titres, dans les médias ou quoi que ce soit. C'est les mots corrélation, pardon, et lien. À zéro moment, ils montrent que c'est prouvé, mais ça, personne n'est au courant. Enfin, toi, tu vois le truc, tu dis ok, c'est dangereux, au revoir, tu vois. Mais ça, c'est les études d'observation. Et le principe d'une étude d'observation, c'est de mettre en avant justement quelque chose de potentiellement bon ou mauvais, et derrière de le tester dans une étude expérimentale. Et une étude expérimentale, c'est quoi? Donc forcément, tu prends un échantillon plus petit, tu peux pas faire une étude sur 1 million de personnes, d'accord? Il n'y a pas 1 million de personnes qui vont venir au laboratoire tout le temps faire des trucs. Donc c'est des études plus petites, en plus ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'on est assez limité en plus sur ce genre d'études. Et c'est là où ils viennent tester exactement l'hypothèse. Donc là, l'hypothèse, c'est que plus tu manges de viande rouge, plus tu es en mauvaise santé. Ben viens, on le teste. Pour l'instant, les études expérimentales ne montrent pas du tout ça. Surtout que là, il y a une sorte qu'il n'y avait pas avant. Il y avait le lobbying de la viande, on va dire, des industriels et tout ça. Donc là, je sais pas si ça existe encore, mais je pense qu'il y a un Oui, mais gros dans tous les lobbying domaines. sur l'aspect un peu végétal. Je vais utiliser le terme végétal, sur tout ce qui tourne autour du végétal. Là, on en voit de plus en plus. Il y a des entreprises, il y a des. Je me rappelle parce que moi qui suis intolérant au lactose, si les gens le savent pas encore, parce que je l'ai répété 10 fois, il y a les Alpro par exemple. Je cite Alpro là pour le coup, mais moi à l'époque, c'était la seule alternative qu'il y avait quasiment pour manger un truc autre que des yaourts ou d'autres alternatives autres que. Bon, bah, c'était très bon. Aujourd'hui, le rayon, il est plus grand que le rayon, par exemple, du lait de vache ou d'autres laits à proprement parler. Donc, il y a aussi, je pense que ça rentre dans les mœurs, il y a aussi peut-être une force de frappe sur l'idée qui est vachement plus grande et qui ne veut pas du tout aller dans ton sens. En tout Ex- cas, tes limites, autant les gens qui étaient sur le végétal, qui voulaient introduire cette industrie, ils ont peut-être mis beaucoup de temps à venir, mais là, ils y sont et ils commencent à avoir de plus en plus de force. Donc, c'était un peu le petit poussé par rapport aux industriels. Mais là, t'es pas le petit poussé, là. Là, t'arrives en disant c'est pas du tout vrai, les études sont fausses. Et l'idée de base, elle est peut-être aussi bien, voire meilleure que ce que vous proposez aujourd'hui. Ben, en fait, moi, je me fie aux études, façon de parler, parce que cette phrase, pour être honnête, elle veut tout et rien dire. Il y a énormément d'études. Je crois qu'il y a 10 000 études par année qui sont enlevées de PubMed, justement ces sites comme ça qui sont des références. Tu vois, donc si jamais tu viens citer une étude, au final, peut-être que l'année prochaine, elle est enlevée parce qu'elle est du coup, elle était plus à jour. Donc, le but, c'est de se baser sur des études de qualité. Donc, il y a différents taux, tu vois, différents niveaux. Euh, et donc forcément, tu prends les meilleures, celles qui résument tout l'ensemble des autres études, ce qu'on appelle les méta-analyses. Et à ce moment-là, en général, tu sais que c'est plus ou moins juste. Ok. Et ces études-là montrent qu'il n'y a pas d'effet néfaste à la consommation de viande rouge. D'accord. Donc pour l'instant, sur papier, alors moi justement, j'ai eu 1 milliard de débats sur ça. Euh, je dis aux gens, envoie-moi les études. Vraiment, avec plaisir, je les regarde et ils m'envoient en permanence les mêmes études qui montrent qu'il y a effectivement un lien entre ou une corrélation. Et je dis, tu m'envoies exactement ce que je dénonce dans le post. Ah ouais, non, mais tu vois. Donc, on est sur de la corrélation. Ça ne veut strictement rien dire. En fait, la corrélation sert juste à soulever une hypothèse. En mode, ah ok, peut-être qu'il se passe quelque chose. Ça serait intéressant de regarder. Mais quand tu regardes et qu'à chaque fois c'est non, 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 c'est là où on arrive dans des enjeux un petit peu plus grands et on ferme les yeux sur certaines choses, on pousse en avant certaines autres, et ça n'a aucun sens. Et chez tous les scientifiques rigoureux,
Il n'y en a aucun qui dit que la viande est mauvaise pour la santé. Tous disent, ben non, les études sont là. Ceux qui disent un peu l'inverse, tu regardes les liens d'affiliation, par le plus grand des hasards, il y a des petites affiliations, Impossible Burger, tous ces trucs. Donc, tu es en train de dire que la viande, elle est bonne pour la santé et que les personnes actuellement qui prônent le côté végétal sont peut-être en train de se tromper? Pour l'instant, clairement, moi j'ai une confiance à 100% de dire que la consommation de viande rouge, pour l'instant, est complètement safe. Après, là, il y a toujours le mec qui arrive et qui dit ouais, mais attention à la dose, il y a une histoire de dose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui commencent à dire ok, bon, je suis d'accord, c'est bon, finalement, mais attention, il y a quand même une dose à respecter. Et ça, pour moi, c'est la phrase qui m'énerve parce qu'elle ne veut rien dire, d'accord? L'eau, si t'en bois trop, tu meurs. L'eau, elle est bonne, elle est bonne. Oui, si t'en bois trop, tu meurs. Mais demain, tu manges trop de viande, tu meurs. Tu manges trop de lentilles, tu vas mourir aussi. Donc, il y a une... Enfin bref, à chaque fois, ça Oui, veut c'est un rien dire. extrême. Ils mettent en fait, ce qui est rigolo, c'est est-ce qu'on dirait tu peux. Tu manges trop de légumes, tu vas mourir. Ou en tout cas, trop de. Parce que, en fait, je fais le parallèle, je sais faire le parallèle entre ce que tu. Bah, Si on la prend la phrase... viande au même sujet que le côté végétal, végétal, c'est un peu limite buffet à volonté, quoi. Ah oui, mais clairement, Les légumes, vous pouvez y aller au taquet, les gars. Genre, il y a clairement. aucune, aucun problème à manger. Alors que tu dirais qu'en fait, la viande, c'est la même chose. C'est le. Ben, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il y a une notion de quantité. Comme n'importe quel aliment au monde, vraiment, il y a une notion de quantité. Si tu manges trop de quelque chose, tu vas en mourir. Mais c'est bête de raisonner comme ça. Moi, le truc qui se passe, ça serait, viens, on quantifie la chose. Plutôt que de dire, bon, ok, je suis d'accord, mais attention quand même, hein, on sait que c'est avec modération. Il n'y a jamais de notion de modération. Ok, mais ça correspond à quoi? C'est quoi? C'est 500 grammes par jour? C'est 1 kilo par jour? C'est 50 grammes par jour? Et du coup, ça met tout le temps un peu cette petite négation sans rien apporter. Et c'est un peu, voilà, moi je le compare à la personne qui a aucun avis et qui dit, ouais, tu sais, oui, puis en même temps, non. À chaque fois, voilà, le mec, il a rien dit au final. Tu vois, il dit un peu oui, un peu non, et il s'est rien passé. Et donc, au final, les gens ne savent toujours pas combien de grammes de viande ils peuvent manger. Mais Euh, c'est la grosse question, même en musculation. mais Le gramme de protéines. oui, le gramme de protéines qui a été démenti pareil plusieurs fois. Je crois que la RDA, donc c'est la recommandation justement journalière, elle est à 0,8. Tu peux facilement monter. Alors, ils disent un peu plus pour les sportifs, mais pareil, tout est revu tout le temps à la baisse, tu vois. Tu peux facilement aller sur du 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Mhm. Donc, techniquement, si tu fais 70 kilos, tu peux prendre 140 grammes. Ok, tu fais x2 juste. Et pareil, les études montrent que ça, c'est totalement possible. Il n'y a pas de souci. Donc, les infos sont là. Après, il faut savoir les regarder au bon endroit. Est-ce que manger plus de végétal va permettre de résoudre un peu ce problème d'intestin qui fuit ou Non, non? non, non. Si tu as un souci léger, ok, qui est que tu bois régulièrement de l'alcool, tu fais pas attention à ton sommeil, tu fais pas de sport, tu es sédentaire, ton régime alimentaire n'est pas très varié, même si, pour être très honnête, je suis pas trop pour le fait de varier énormément comme on nous sous-entend. Ok, aujourd'hui maintenant il faut manger des Pokéballs avec 25 ingrédients différents. Il J'en faut ai mangé un ce manger. midi. Tu vois, oui, mais ce qui est horrible, c'est que quand tu fais ça, pour toi, il y a une certaine. Tu sais, il y a un petit tampon du OK, C'est bien fait. Je c'est l'ai bien fait. healthy, Ah c'est ouais, ouais. healthy. Genre, Ouais, mais c'est je exactement ce suis qui s'est nickel. passé. Donc, non, ouais, je. Varier, c'est pas forcément pour toi, limite. Moi, j'ai plein de potes. Alors, généralement, ils font du sport ou de la muscu. Ils mangent. J'ai un de mes frères, il fait ça. Il va rigoler parce que je vais pas le citer. Il mange quasiment tous les jours la même chose. Ouais. Il choisit son truc. Alors, il mange quasiment la même chose. Quasiment tout le temps le même plat tous les jours. Il agrémente avec deux, trois choses de temps en temps. Mais il mange quasiment tout le temps la même chose. T'es en train de me dire qu'il y a un de mes frères qui a trouvé la solution. Non, alors en fait, le fait de manger plus ou moins tout le temps la même chose, ça peut être et bien et mauvais. Ça dépend Ok. comment il fait les choses, d'accord? Normalement, tu es censé pouvoir manger, moi je dirais quand même 3, 4, 5 aliments différents au sein d'un plat, tu vois. Ça Ok. sert à rien de faire quinoa, lentilles, maïs, graines de courge, graines de chia, avec un peu de poudre de spiruline. Ok, tu manges une source de protéines, à côté tu mets des petits légumes, ce que tu veux, ok. Après, tu peux mettre un peu de pommes de terre, mais tu te fais un truc simple, tu vois, très simple. Ok, genre deux, non pas deux, allez, trois, quatre ingrédients différents.
Le souci avec le fait de jamais varier, c'est qu'en fait, tu viens perdre en diversité au niveau des bactéries, tu vois, à l'intérieur de toi, au niveau de tes intestins. Donc il y a certains régimes qui viennent diminuer justement la diversité au niveau de la flore intestinale. Donc certes, la plupart du temps, ils peuvent venir réduire certains symptômes, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer avec les gens qui ont des intolérances, tout ça, donc ils viennent arrêter X, Y, Z, ils se sentent mieux. Mais derrière, l'erreur, c'est de rester piégé dans la restriction, du coup de venir diminuer certaines espèces, et derrière, de perdre, en fait, justement, cette capacité à remanger ces aliments. Ok. Donc, les personnes qui font ça, moi j'ai fait l'erreur aussi, moi je pense que j'ai fait toutes les erreurs presque, j'ai fait un nombre d'erreurs, c'est abusé. Les personnes qui font ça, c'est pas trop mal au début. Après, il faut pas rester dans ce piège-là. Si jamais cette personne accepte de manger comme ça jusqu'à la fin de sa vie, ben très bien. Par contre, si c'est une personne qui dit non, je mange comme ça matin, midi et soir parce que je peux pas manger autrement, et du coup, quand je suis à un événement, un anniversaire ou quoi que ce soit, dès que je mange ça, bah, là, ça me fracasse les intestins. Bah là, ok, là, t'as envie de dire, ok, il faut faire quelque chose. T'es peut-être piégé dans le fait de manger tout le temps la même chose, tu vois. Donc, si ça marche très bien pour ton frère, en soi, en fait, il y a une phrase qui dit si tout marche très bien pour toi, ne change rien. Tu vois. Même si c'est pas très cohérent avec les études, même si c'est pas très cohérent avec je sais pas quoi, si ça marche très bien pour toi, mais fais-le. Si tu manges 1 milliard de légumes par jour, juste ça, et que ça marche très bien, je crois pas trop, mais si ça marche très bien, mais continue en soi. Tu vois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de creuser plus si tu commences à avoir des soucis à droite à gauche et de comprendre exactement ce qui se passe potentiellement. Question bête, mais on peut être allergique à la viande? Oui, il y a une allergie qui existe. Si je dis Ah pas de ouais, bêtises, je elle savais est pas. mais ultra rare. Mais il me semble qu'elle existe. Et ce qui est assez fou. Donc là, pour le coup, c'est vraiment Que- pas de chance. Parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut être intolérant ou allergique à plein d'aliments? Ouais. Mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, est-ce qu'on peut être allergique à la viande? Il y a des gens qui n'aiment pas le goût, des gens qui n'aiment pas Ouais. la consistance, le côté saignant, le côté un peu viande. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il était, pour le coup, ce qui est pas. Ouais. Je me dis, en termes de réflexion, finalement, on peut être allergique au lactose, à certains légumes, des fraises, et bien finalement, à la viande, pas du tout. Bon, non, finalement, il y a quand même une allergie à la viande Ça qui. reste à confirmer, ok. Hmm. Je certifie pas à 100%, mais il me semble avoir déjà vu qu'il y avait une potentielle allergie à la viande qui est super rare. Et qui forcément, voilà, c'est pas trop de chance. Mais ce qui est assez ironique avec la viande, c'est qu'en général, quand tu as des soucis digestifs, si ce n'est maladie auto-immune, donc même vraiment sur d'autres zones, etc. et tout, la viande est l'aliment le mieux toléré. Donc c'est pour ça qu'il y a le fameux régime carnivore, donc justement qui a commencé à sortir 2016, un Ouais. truc comme ça. Franchement, ça commence à dater maintenant, 2015. Et il y a pas mal de gens qui ont réussi à inverser leur maladie chronique. Ça peut être justement thyroïde, ça peut être digestion. Donc il y a pas mal de choses comme ça où ils ont inversé. En fait, ils ont complètement inhibé tous les symptômes et maintenant ils vivent une vie normale, façon de parler. Par contre, ils sont restreints par ce mode de vie en termes d'alimentation. Donc c'est là où tu t'aperçois, ok, il y a peut-être quelque chose à creuser en fait. Pourquoi quand je mange que de la viande, j'arrive clairement à inverser toutes ces maladies chroniques. Ça veut pas dire que ça se passera H24, ok. Par exemple, ce qui est très bête, c'est que moi, c'est pas ce qui s'est passé avec moi. La viande m'a énormément aidé, mais ensuite tu comprends exactement pourquoi ça m'a pas aidé à 100%, et il y a des petites subtilités à droite, à gauche, d'accord. Mais en tout cas, c'est un élément majeur justement d'un point de vue santé. Donc, Il y a plein de séries, de films sur Netflix, pour ne citer que Netflix, que je crois qu'il y en a que là, en tout cas, que moi, je les ai vus, où ils font des études, où ils font manger une personne de la viande. Je sais pas si tu l'as vu, c'est sur les jumeaux, où ils font sur les jumeaux, je sais pas si tu oui. l'as vu. Tu manges et ils font plein de calculs. Et presque aujourd'hui, Ah, mais c'est très bien fait à chaque fois. tu te retrouves avec en disant, mais en fait, je, je, je fais exprès d'être un peu. Viens te chercher aussi, hein, on Ouais. est là pour ça. Mais ça montre qu'il faut pas manger de viande. Ah, mais clairement, clairement. Donc, sur quoi tu m'as parlé des études avec le lien de corrélation finalement Ouais. est très parlant avec le coup de la glace donne des coups de soleil. En tout cas, Ouais. amplifie les coups de soleil au pire ou au mieux, Oui. selon comment tu le prends. Euh, c'est un budget monumental pour faire des films, des séries. Aujourd'hui, j'en ai trois en tête. The Game Changer, il y a sur les jumeaux, il y a The Conspiracy, Ouais, qui, Conspiracy, tout ça. où il parle, genre grosso modo, c'est faut pas manger de viande. Ouais. Donc toi, tu es contre toutes ces personnes? Bah, en fait, scientifiquement, c'est pas valable. C'est juste ça.
Mais c'est-à-dire qu'avant, j'hésitais Attends, à il le se base dire sur ou des quoi que trucs ce soit. scientifiques. Oui, mais alors moi j'appelle ça le mensonge par omission. C'est-à-dire que les infos qu'ils te donnent ne sont jamais complètes. Tu vois? Ils vont pas nécessairement mentir. Ils vont te dire, voilà, la viande rouge est associée à une augmentation du risque de maladie cardiaque de tant de pourcents. Donc toi tu fais, oh putain, ok, oulala. Graisse viscérale, Non, non, il mais y a tu plein vois, de trucs, il y a tu plein te dis, de... ok, ils ont pas menti. La phrase est vraie. Mais comment est-ce que tu l'interprètes? Si elle est corrélée, ça veut pas dire que c'est prouvé. Corrélation et causalité, c'est deux choses différentes. Ok. Maintenant, du coup, pour la consommation de glace et les coups de soleil, il y a un facteur justement intermédiaire, ok, qui est la chaleur en fait. La chaleur est ce qui lie les deux. Ok. C'est pour ça que tu peux penser que manger plus de glace, ça Les donne plus UV, de le coups de soleil. soleil, ouais. C'est totalement faux. On sait que c'est pas parce que tu manges de la glace. Mange de la glace tous les jours chez toi, en dehors du soleil, tu vas pas bronzer ou prendre des coups de soleil. Ok. Donc il y a un facteur intermédiaire qu'il faut aller chercher. Là, c'est la chaleur. Ça semble assez sensé. Pour justement ces études d'observation, le truc, ça serait ok, mais alors il est où le facteur intermédiaire? Parce que pour l'instant, ces études-là montrent que plus tu manges de viande, plus tu es en mauvaise santé. Et le facteur intermédiaire, ils appellent ça le biais de l'utilisateur adoptant un mode de vie sain. En anglais, c'est 3 fois plus simple. En français, C'est placebo. Non, en fait, c'est donc le biais de l'utilisateur adoptant un mode de vie sain, c'est que les personnes qui adoptent un mode de vie sain ne font pas juste une action qui est bien. Elles ont un ensemble d'actions. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les mangeurs de viande en général? C'est que ça fait des années qu'on nous répète la viande c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, les personnes qui ont tendance à manger de la viande en permanence sont des personnes qui aussi vont fumer, vont boire, vont aller en soirée jusqu'à 6 du matin tous les jours, j'exagère, vont potentiellement prendre de la drogue, vont être sédentaires, vont boire, fumer. Donc, c'est un mode de vie, d'accord? Et il s'avère que ces gens-là qui ont ce mode de vie qui est très mauvais, ben, vu qu'on leur dit en permanence que la viande c'est mauvais, mais eux, ils ont un mode de vie qui prouve qu'ils s'en fichent un peu de tout ça, ben, ils continuent de manger de la viande. Et après, quand tu regardes les études, tu te dis, oh bah, plus tu manges de la viande, et plus tu es en mauvaise santé. Et donc, du coup, il y a des études, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont isolé ces biais, elles ont pris des gens en pleine santé, et là, tu t'aperçois que la viande n'a aucun impact. Et donc, tu comprends que le facteur intermédiaire, comme la chaleur pour les glaces et les coups de soleil, ben là, le facteur intermédiaire, c'est juste ton mode de vie. Donc, chez les personnes qui ont un bon mode de vie, la viande n'a aucun effet. Et je vais même aller plus loin, sur des études expérimentales, donc pas d'observation, hein, expérimentale, ça inverse potentiellement le diabète de type 2. Tu vas avoir une augmentation au niveau des capacités cognitives, au niveau... alors, on va pas rentrer dans les termes techniques, mais ça améliore vraiment beaucoup de choses et ça améliore la santé. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces études d'observation encore, qui vont montrer une corrélation, quand on les fait en Asie, d'accord, où ils ont un mode de vie qui est quand même un peu plus sain, même si ces dernières années, ça commence un peu à partir n'importe où, mais de base, ces personnes-là ont un mode de vie plus sain, et ben, ces études d'observation ne montrent pas du tout ça. Donc, quand tu fais ces études d'observation en Asie, la conclusion des études, mais en permanence, ça c'est des liens que j'ai envoyés en permanence sur les réseaux, c'est plus tu manges de la viande rouge, et plus tu es en bonne santé. Donc, tu es obligé de te rendre à l'évidence que, en fonction de où tu fais les études, tu as des conclusions complètement différentes. Donc, tu es obligé d'être sensé et de te dire, il y a un facteur intermédiaire. Si c'était une vérité, une vérité s'applique à tout. C'est pas, elle s'applique une fois ou quoi que ce soit, elle s'applique à tout. Et là, tu as des résultats différents. Donc, c'est qu'il y a un facteur intermédiaire. Donc, ce qui est bien, si je sais de... Parce que là, on va aller un peu sur le côté, parce que, en termes de conviction, pour les gens qui pensent que, voilà, je pense qu'on a pas mal d'informations, est-ce que toutes les études dont tu parles, est-ce que toi, tu les mets sur LinkedIn ou je les envoie à... On peut créer un lien, un article, je peux les envoyer par message, par DM, je les envoie. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur quoi N'importe où. Je dis tout le temps en permanence, je vous envoie tout à n'importe quel moment. J'ai une transparence totale sur tout ça. J'ai toutes les études, j'ai un dossier pour n'importe quel sujet et j'envoie tout en permanence. Il n'y a aucun souci. Donc, si vous nous écoutez et que vous voulez avoir, parce qu'en fait, il t'a parlé beaucoup d'études, beaucoup de choses, et forcément, on se dit, mais attends, mais il parle de quelles études, elles sont où, comment ça se passe. Ouais. Donc, en fait, tu peux tout documenter. En fait, t'as tout documenté et en plus, tu mets à dispo. Oui, en permanence. Et petite justement parenthèse, moi j'avais fait un article sur The Game Changers. Où j'avais justement démonté point par point tout ce qui n'allait pas, selon les études, hein, c'est pas moi qui m'invente des trucs, et j'avais mis justement les 90 sources. Donc pour un petit article, j'avais quand même mis 90 sources, et ça c'est disponible sur internet, vous tapez The Game Changers info ou intox, normalement c'est le premier lien qui apparaît en permanence,
Et là, déjà, c'est un très très bon début par rapport à tout ça, avec toutes les preuves et tout. Je pense qu'on le mettra aussi en lien, ça permettra aussi aux gens d'aller, peut-être, on mettra tous tes réseaux. Ouais. Mais alors, ok, imaginons que ça y est, maintenant je suis convaincu, mais forcément, tu as parlé de trois éléments, hein. Il y a le fait que le végétal est peut-être mieux que la viande animale, finalement, pas tant que ça, en tout cas, au vu de ce que tu nous dis. Il y a le deuxième sujet qui est le sujet écologique, et je sais que là-dessus, Ouais. tu as aussi des choses à dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, écologiquement parlant, normalement, dans tout ce qu'on nous dit, c'est une catastrophe. Est-ce Ouais. que tu es d'accord avec ça? Eh ben, on s'attend à ce que je dise, je suis pas d'accord, mais indirectement, je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'élevage intensif, justement, c'est une méthode de production où vraiment c'est un peu un bordel, pour être très honnête. C'est pas très éthique, tout ça. Niveau environnement, c'est une cata. Ok. Je suis Sur quel complètement aspect? d'accord. Tu Euh, sais, est-ce que tu sais les éléments qui font que c'est catastrophique, à bah, part parce, l'intensif parce qu'en fait, tu utilises énormément d'engrais, tu utilises énormément de terre, en fait, tu utilises énormément de nourriture, justement, de blé, maïs, tout ça, tu fais pousser tout ça pour justement donner ça à manger aux animaux, et derrière toi, tu les consommes, donc ça rajoute un peu un intermédiaire qui serait pas forcément utile. Les gens ont tendance à dire pourquoi on mange pas directement les végétaux, parce que ça, et après, forcément, les vaches, apparemment, par le méthane, je crois, c'est ça, pollue hein. par le méthane, voilà. Donc oui, ça rajoute pas mal de facteurs qui font que ces méthodes-là, en effet, c'est un peu une catastrophe. Donc l'élevage intensif, moi je suis complètement contre. Parce qu'en général, je vais mettre en avant un petit peu tout ça, tu vois, niveau nutrition et tout, et derrière on me dit, mais ok, le mec est complètement déconnecté. Niveau environnement, c'est un enfer. Donc moi je suis d'accord. Niveau environnement, c'est un enfer. Mais le truc qui se passe, c'est qu'il existe d'autres méthodes. Ok. Donc, on peut potentiellement justement élever les vaches en pâturage, les nourrir à l'herbe et les finir à l'herbe, comme on dit. Excusez-moi l'expression, hein. Mm. Ça veut dire que dans l'industrie un peu classique, on va les finir au grain. Ça veut dire qu'à la fin, avant justement de les abattre, c'est là on va les gaver un peu justement de ce blé, tout ça, pour qu'elles grossissent un peu plus et que forcément on fasse plus d'argent. Parce qu'au final, Ça, c'est un business. c'est un business, voilà. Euh, mais il y a des méthodes qui sont bien mieux pour l'environnement, bien mieux d'un point de vue éthique, même si ça paraît des fois bizarre pour certaines personnes, parce que au final, il y a toujours une mort à la fin. Mais elles sont élevées dans des bonnes conditions, tu pollues moins, ça profite à l'environnement, et donc justement, ces conditions d'élevage-là sont 3 fois mieux. C'est limite si c'est la solution, je dirais, pour d'un point de vue climat. Et donc ça existe en fait. Et on n'est pas du tout obligé de faire le rapprochement en mode ah tu consommes de la viande, ben du coup tu participes à la déforestation, au réchauffement climatique, tout ça. Donc voilà, ces méthodes-là, pour donner une petite idée, elles inversent limite le réchauffement climatique, pour te donner une idée. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc finalement, le pouvoir qu'on a si on veut aller sur l'aspect écologique, bon déjà, c'est pas de consommer des choses qui sont créées en surproduction, et c'est Mm. de consommer local, locavore, ou en tout Ouais. cas sur un périmètre relativement réduit, écologiquement parlant, c'est ça Ouais, qui moi contribue. ouais, c'est ça. Je serais même plus à mettre en avant le fait de consommer en fonction des méthodes de production. Si tu fais du local et tu réduis un peu le transport et tout, c'est cool, mais il semblerait aujourd'hui que le transport n'ait pas forcément un impact incroyable. Tu vois, c'est plus la méthode de production. Donc tu prends des vaches nourries à l'herbe, finies à l'herbe. Moi, en France, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie d'écorcher son nom, il y a Pierre Hénard qui fait un truc super, ça s'appelle Le Bœuf d'Herbe. Il est vers la Normandie, etc. Et lui, justement, il élève justement en pâturage, à vie, etc. Donc c'est un peu plus vertueux. Niveau environnement, c'est incroyable. Et après, ça part en camion réfrigéré ou quoi que ce soit. Je sais pas comment t'appelles ça exactement. Et il livre partout dans la France, tu vois. Et en plus, pour un prix qui est pas très cher par rapport à un supermarché ou quoi que ce soit. Donc il existe réellement des solutions par rapport à tout ça. Si on doit un peu, pas terminer sur le sujet de la viande, mais en tout cas un peu clôturer sur cette partie-là, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas dit sur la viande en tout cas sur tous les mythes ou toutes les choses qui sont autour de la viande qui te tient à cœur? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tellement de mythes un peu à déconstruire. Il y a même des mythes qui ont été déconstruits où les gens ne savent même pas que ce mythe existe. Tu vois? Faut que Euh, tu m'expliques là. non, ben, on va partir sur un peu la toxicité du fer héminique à l'intérieur de la viande. Il y a le TMAO, enfin, c'est plein de petites molécules où il y a des gens qui ont commencé à se dire oh là là, c'est toxique ou quoi que ce soit. Encore une fois, on en revient à tout ce qui est un peu étude d'observation.
Ça revient toujours à ça. Mais donc, oui, il y a des mythes qui se créent à droite, à gauche. Pareil, dernièrement, ils ont ressorti une étude en mode on a trouvé une molécule toxique ou quoi que ce soit. Étude d'observation, en fait. Donc, à chaque fois, ils ressortent une étude, c'est de l'observation. Et on est tout le temps là en mode ok, envoyez les études expérimentales, quoi. Les réelles preuves. À savoir qu'en plus, les gens qui mangent plus de viande et qui sont en bonne santé d'un point de vue mode de vie, tu vois, tout s'améliore en fait. Donc ça paraît insensé. Sinon, en termes de mythes, je sais pas exactement où est-ce que tu veux aller, mais c'est vrai que... J'ai pas d'idée du tout Ouais, en tête, mais c'est juste pour vraiment que tu puisses dire ouais, là-dessus, parce que c'est quand même un contre-pied total ouais, avec ce qui se fait actuel. Et je pense que aussi l'opportunité de pouvoir en discuter et sur un discours pareil, de pas louper ce que tu as envie de dire je, vraiment là-dessus. je pense qu'il y a des petites subtilités. Ça va pas forcément aider les gens à mieux manger, mais à mieux comprendre ce qui se passe. Sur l'environnement, je sais qu'il y a 2-3 stats qu'on va nous donner. Pareil, on est sur un mensonge plus par omission. Il y a la fameuse stat du l'élevage correspond à 80, à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est l'élevage. Et 14%, c'est les transports. Donc il y a eu ce gros titre qui est sorti partout en mode l'industrie justement de l'élevage pollue plus que les transports. Ok, ça a été republié par tout le monde, Greenpeace, Hugo Clément, tous ces gens-là. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est fou. Euh, c'est pas totalement faux, c'est juste qu'on te donne pas tous les détails. Donc 14,5% pour l'élevage, ça vient de la FAO. Ok. FAO. FAO, c'est une organisation aux États-Unis, Food and Agriculture Organization, un truc comme ça, qui gère justement un peu toutes les données par rapport à ça. Et ensuite, le 14% qui a été calculé vient du GIEC, GIEC que tout le monde connaît, etc. Mais les méthodes de calcul utilisées sont pas les mêmes. Donc 14,5% pour l'élevage, ça prend en compte tout ce qui est pollution, ils appellent ça, comment ils appellent ça, interne et externe, tu vois. Et pour les 14% des transports, c'est juste interne. C'est pas forcément les bons mots, mais en gros, ce qui se passe, c'est que pour les transports, ils ont pris en compte que les véhicules en circulation. Donc les pollutions internes, d'accord. Et ils n'ont pas pris en compte la fabrication, le transport des véhicules, tout ça et tout. Ils ont juste pris au moment où la voiture elle est sur la route. Là, c'est ce qu'on va dire interne, d'accord. Ça représente 14%. Pour l'élevage, les 14,5%, ça prend en compte les deux, d'accord. Donc tout de A à Z, les 14,5%, c'est certes l'agriculture, mais tout ce qui est création de matières premières pour les usines, le transport, c'est envoyé en supermarché, tout ça, ok. Et donc là tu dis ah ok, mais du coup c'est pas pareil en fait, ça n'a rien à voir. Et pourtant cette information elle a été relayée de partout, pardon. Et tu as Anne Mottet, qui est une des gérantes justement de la FAO, qui elle a dit ok, là il y a tout le monde qui commence à s'exciter, c'est faux, les méthodes de calcul sont complètement différentes. On calcule pas les mêmes trucs là. Et donc du coup, si tu veux la stat exacte pour l'élevage, de 14,5%, on descend à 5%. Donc en consommation interne de pollution, on va dire, on est à 5% pour l'élevage et 14% pour les transports. Donc moi, pour l'instant, j'ai toujours pas vu les transports polluent 3 fois plus que l'élevage. Ça, je l'ai pas vu. Bah là actuellement ça va être compliqué là parce que Non, mais là tout de suite si revenir là-dessus bon on aime bien mettre des choses en avant par corrélation un peu comme tu disais mais finalement quand on a raison le biais de confirmation veut que mais c'est surtout c'est très difficile de changer d'avis. c'est surtout que les gens qui ont fait l'étude eux-mêmes viennent eux-mêmes préciser. Après, tu peux avoir pour 1 kilo de viande, ça prend 15 000 litres d'eau. C'est une vraie information. Ce qu'on te dit pas encore une fois, parce que la mensonge par omission, c'est que 94% de cette eau, c'est de l'eau de pluie. D'accord. Donc tu viens pas épuiser les nappes phréatiques ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils en parlent pas. Ouais, c'est en de fait, l'eau de pluie. dans l'imaginaire, t'imagines que c'est 15 000 litres que tu tires du sol. Mais bien sûr, bien sûr. Et ensuite, tu compares les deux, des végétaux ou quoi que ce soit. ensuite, là, le truc, c'est que l'environnement, ça commence à devenir un peu un casse-tête. Pareil, je suis pas pour le fait de comparer 100 grammes de maïs et 100 grammes de viande. Parce que d'un point de vue nutrition, ça n'a rien à voir. Donc il faut tout le temps faire des compensations, tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que ça t'apporte d'un point de vue nutrition. Mais pareil, donc ça, cette info des 94%, c'est de l'eau de pluie, personne n'en parle. Tu peux avoir les gens qui vont te dire 70% des terres dans le monde sont utilisées pour nourrir les animaux. Ok. Pas pour nous, hein, pour nourrir les animaux. Et donc là, tu dis, mais la stat, elle est incroyable en fait. C'est vraiment nul ce qu'on fait. Et en fait, sur ces 70%, t'as 2 tiers qui sont pas cultivables. Ok. Les 2 tiers, tu peux rien cultiver dessus. Rien, c'est des pentes, avec des cailloux, quoi que ce soit. Mais tu peux mettre de l'herbe dessus. T'as de l'herbe qui pousse.
Et les ruminants, donc les vaches, tout ça, ce qui est cool, c'est qu'ils broutent, eux ils se nourrissent, et nous derrière on vient manger l'animal. Ok? C'est exactement ce qui se passe. Donc les 2 tiers, tu peux pas cultiver ça, tu peux rien faire. Mais les gens ils en parlent pas. À chaque fois je leur dis ok bah vas-y essaie. Mais tu peux rien faire avec. Et sur les 1 tiers restants, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a que 1 tiers que nous on utilise actuellement dans le monde. Ok? Donc tu prends tout, c'est incroyable, tu prends tout. T'as 2 tiers, tu peux rien faire avec. À part mettre des ruminants dessus, ça serait intelligent. Ok, les pays qui sont en voie de développement, tout ça, c'est intelligent pour eux de mettre des ruminants et de manger les ruminants. Eux, ils n'ont pas accès à la mondialisation ou quoi que ce soit sur certains trucs. Donc voilà, sur ce tiers restant, tu prends que 1 tiers. Ok, ça c'est ce qu'on utilise. Et sur les 2 tiers restants de ce tiers, là, tu as des forêts, tu as des zones protégées, tu as aussi des villes, parce qu'on aime bien construire sur des zones où on aurait pu justement mettre des végétaux, tout ça. Et donc voilà, et sur ces sols-là en plus, si je dis pas de bêtises, ils se situent que dans 8 pays dans le monde. T'as République démocratique du Congo, où, pareil, si je dis pas de bêtises, t'as 50% des terres, tu peux faire pousser que du manioc. Ok, t'as 90% de la production d'huile d'olive qui se fait dans le bassin méditerranéen. Donc, la phrase du bah en vrai, on arrête la viande et on fait pousser autre chose, c'est le monde des bisounours. Ça ne marche strictement pas comme ça. T'as des restrictions à droite à gauche, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux? Donc, moi, j'aimerais bien préciser, je suis pas en train de dire il faut manger de la viande matin, midi et soir, il y a pas de réchauffement climatique ou ce que tu veux. Je viens juste apporter de la nuance. En mode, ça c'est ce qu'on nous dit pas. Et après, viens, on juge exactement ce qu'on peut faire de concret. Mais dire aux gens en permanence, faut arrêter la viande parce que 70% des terres, c'est eux, ou alors ça prend tant de litres d'eau, ou etc. À chaque fois, c'est en mode non, c'est pas réellement ce qui se passe. Viens, on a toutes les infos. Et après, on prend des meilleures décisions. Il y a forcément un truc qui me vient rapidement là, qui est en fait, j'ai l'impression que, alors déjà la viande, dans ce que tu me dis, je veux potentiellement t'entendre le dire. La viande est bonne pour la santé. Oui, oui, mais ça a été prouvé 1000 fois. C'est ça, les infos sont là. Et surtout, ce que tu prônes, au-delà d'essayer de convaincre des gens, en tout cas de dire qu'en fait, il y a un truc qui revient, en tout cas, que moi j'entends dans le discours aujourd'hui, c'est la modération. Que de la viande, ce serait débile. Que des légumes, ce serait débile. Et en fait, finalement, c'est le côté de savoir modérer les deux pour avoir quelque chose qui convient à qui on est, et physiologiquement parlant. Après, en termes d'idéologie, c'est un autre sujet. Ouais, c'est là où on rentre dans l'éthique aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont au courant que niveau santé, ok, en fait, c'était un mythe. C'est très bien. Niveau environnement, effectivement, c'est possible de consommer de façon éco-friendly ou quoi que ce soit. Parce que surtout, en fait, quand tu mets ces ruminants sur justement ces terres, où tu peux pas cultiver et tout, eux, ils participent à l'augmentation de la biodiversité. Ces sols-là, en fait, ils sont fertiles, donc ils séquestrent du carbone, et ça diminue justement le réchauffement climatique. Et il y a toute une industrie dont on n'est pas au courant, c'est qu'il y a la monoculture intensive à côté. Donc tous les légumes, les fruits que tu viens, toi, consommer, tu pars du principe que c'est oui, le monde des bisounours, ben voilà, j'ai fait ça, donc je suis un génie, tout est bien, j'ai rien à me reprocher. Mais la plupart de ces aliments viennent de monoculture intensive. Monoculture intensive, c'est quoi? Si tu prends un terrain, tu le laboures de partout, tu tues tout ce qu'il y a sur le terrain, toute forme de vie, et tu fais pousser ton truc. Monoculture, donc un truc, tu vois. Et donc ça, c'est clairement le plus grand mal de ce siècle. Okay, et bien sûr qu'il y a certaines monocultures qui participent à nourrir les animaux, ça je suis complètement d'accord. Mais pour moi, le gros problème dans le fond, c'est les sols qui deviennent de moins en moins fertiles à cause de cette monoculture. Et donc après, forcément, moi je suis contre l'élevage intensif, et je suis en mode, oui, il faut arrêter pour les fruits et légumes, et il faut arrêter aussi pour tout ce qui est blé et tout, qu'on donne à manger à ces animaux. Et donc ça, c'est ce qui augmente clairement, parce qu'en plus, quand tu viens faire du tillage, si je dis ça un peu en franglais, c'est tu viens labourer les sols, tout ça, et justement, le carbone n'est plus séquestré, et il est relâché dans l'atmosphère. Et donc tu pollues 3 fois plus. Enfin bref. Donc voilà ce qui se passe. Alors, je pense que c'est hyper intéressant pour les gens qui vont nous écouter d'avoir aussi un discours qui aujourd'hui est très peu entendu, et je sais, on en a parlé, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et ont parlé des études. Donc n'hésitez pas à aller voir Robin, hein, sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Insta, faites-vous plaisir, on mettra les liens juste en dessous. Donc ça fait aussi, c'est intéressant aussi d'avoir un discours qui est pas totalement le même qu'on peut entendre. J'ai plein d'amis qui sont dans cette vague vegan, végétarien, qui ont toujours plein de choses. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas de véritable opposant actuel. Je mets le terme opposant, même si on voit que tu t'opposes pas, mais tu veux plus informer et expliquer aux gens
prenez pas toutes les informations comme elles sont. C'est bien d'aller plus au fond des choses pour prendre une décision qui soit en adéquation avec les vraies données et pas avec une donnée interprétée, d'interpréter et en ressortir quelque chose. C'est un peu ça que moi je comprends dans ce que tu dis. Forcément, il y a une question qui vient rapidement, c'est d'où viennent tout. C'est quoi tes diplômes? Ouais, bien sûr. C'est quoi ton cursus? Parce que actuellement en France, c'est pas du tout la mouvance. On est plus vers du végétal, comme je dis à chaque fois, comme j'ai beaucoup répété. Pourquoi toi pourquoi tu sors du lot comme ça? Ça vient de quoi? De tes études? Et pourquoi t'es allé dans ces études-là Ouais. justement? Donc tout ce qui est environnement, c'est juste la recherche, justement sur cette FAO. Donc ce qui est assez drôle, c'est que les infos que j'ai données viennent de la même source des gens qui disent c'est pas bon la viande. Moi j'utilise la même source et je lis un petit peu plus loin dans le rapport tout ce qu'ils disent. Donc ça, voilà. Mais niveau environnement, j'ai pas de diplôme en environnement ou quoi que ce soit forcément. Par contre, niveau nutrition, alors moi je suis pas du tout passé sur un. Je suis pas du tout parti sur un côté un peu plus classique, justement, diététicien, nutritionniste ou même médecin généraliste ou quoi. Je suis parti du côté des États-Unis. J'ai fait une formation sur un an en tant que coach nutrition, donc un peu classique. Après, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est quand même le gars qui lui la gère, c'est John Berardi. Il a quand même été nommé un parmi les 20 personnes les plus intelligentes dans le monde de la santé, un parmi les 100 personnes justement les plus influentes dans ça. Et en fait, lui, il s'est aperçu qu'on apprenait un peu tout et n'importe quoi, et que ça prenait trop de temps en nutrition, peu importe les pays. Et donc, il a fait une formation qui vient combiner et condenser tout ça. Ok, donc c'est sur un an. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris énormément de choses, franchement c'était très très cool. Forcément c'est quelque chose qui va être reconnu à l'étranger, pas en France, d'accord. En France tu vas avoir juste les 2 ans en diététique ou potentiellement les 8-10 ans en médecine. Donc moi je suis parti sur ça, mais majoritairement parce qu'en fait je me voyais pas faire diététicien. C'est-à-dire que je discutais régulièrement avec ces gens-là et les infos qu'ils me donnaient allaient à l'encontre de ce que moi je voyais. Donc aujourd'hui sur LinkedIn, je sais que j'ai énormément sur les réseaux, même j'ai énormément de diététiciens qui me suivent, ce qui est assez ironique, même de médecins, j'ai eu des discussions avec eux, et je sais qu'ils aiment vraiment ce que je partage, mais de base, voilà, me suis pas orienté vers ça, donc pendant un an j'ai fait ça, j'ai fait une deuxième formation, je suis allé chercher une triple certification internationale ISSA en nutrition, sport, cardio, pareil, qui me permettrait de bosser potentiellement à l'étranger, en France, ça va pas être reconnu. Derrière, je suis parti sur des certifications en tout ce qui est mycotoxines. Donc ça, c'est un truc sur des maladies, en parasites aussi. Donc ça touche un peu à l'appareil digestif. Certification sur de l'EFT, c'est du tapping un peu pour le système nerveux. Une certification aussi sur le système nerveux en plus. Après avoir fait tout ça, je suis reparti sur un an, pareil aux États-Unis, avec un diplôme sur tout ce qui est régulation du système nerveux, sommeil et récupération d'entraînement. Et ensuite, je suis parti du côté des États-Unis, où là, j'ai fait sur un an, pareil, diplôme sur de la santé fonctionnelle, qui est le principe justement de se concentrer sur la cause plutôt que les symptômes. Donc, j'ai pas du tout un parcours classique En tout cas pour la France. pour la France. Ouais, voilà. Et malgré toutes ces années-là et toute la diversité des choses que je vais avoir fait, je vais avoir le même poids administrativement parlant, que la personne qui a fait coach nutrition en 4 semaines via la formation remboursée par l'État. Donc voilà ce qui se passe. Euh, Ça t'emmerde que ce soit pas reconnu et que tu sois pas aujourd'hui parce que si tu as le même ouais, niveau de quelqu'un de 4 semaines avec moi, ouais, je vais être très honnête. C'est quelque chose qui me traverse l'esprit, pas tous les jours, mais c'est qu'à chaque fois je me dis vas-y, va chercher le diplôme, vas-y, prends-le. Et mais je sais que je vais être un ovni. Enfin, je vais me faire insulter. Je vais devoir dire ah oui, effectivement, la viande rouge est mauvaise pour la santé, alors que sur l'ordi, je vais avoir toutes les études de A à Z qui montrent que non. Et ça pour énormément de sujets. Il y a aussi tout ce qui est cholestérol, acide gras saturé. Il y a énormément de sujets comme ça. Donc, je vais devoir jouer un rôle pendant un certain temps. c'est combien de temps? C'est 2 ans, 3 C'est ans? 2 ans. Ouais. C'est 2 ans. J'ai essayé. Il est dur en plus, hein. Je crois que c'est pas un diplôme facile en plus. Ben, Cas. à ce qui paraît, moi justement, j'ai chaque année des organismes qui me contactent parce que une fois, j'en avais contacté plusieurs pour le passer à distance. J'avais pas envie d'aller en cours tout le temps. Je me suis dit, je fais une sorte de CNED ou quoi, un truc à distance. Le truc qu'il y a, c'est que c'est en 2 ans et la deuxième année, t'es obligé de faire des stages. Et là, je me suis dit, ok, un an, je peux le faire. La deuxième, avec les stages, ça sous-entend que je suis censé être fixe à un endroit.
Et c'est des choses qu'en plus, que ces personnes-là vont apprendre, que je vais avoir vu il y a 6, 7, 8 ans. Et je sais que toutes les conversations que j'ai avec ces personnes-là, je vais mettre en avant certaines choses, enfin énormément de choses dont eux n'ont pas connaissance du tout, même avec des médecins généralistes. Et donc ouais, ça me saoule. Et au final, je me dis, écoute, en fait, j'ai pas besoin. Mais je vais être très honnête, c'est quelque chose qui me trotte en permanence dans l'esprit, quoi. Donc, on vient de s'apercevoir que tu sortais pas de nulle part avec une théorie que tu aurais lue sur Google sur là-dessus. Je pense que c'est aussi intéressant que les gens puissent se rendre compte que voilà, tu viens aussi d'un autre monde académique. En tout cas, autrement, il y a plein de choses qui se passent aux États-Unis que tu as fait. Je sais pas si on va avoir le temps d'y aller, Ouais. mais par contre, j'ai envie de te montrer ça et que tu me dises qu'est-ce qu'il dirait le Robin de cette époque sur qui il est aujourd'hui. Ouais, il est complètement insouciant. Il pense que la vie, elle est trop simple. Pourquoi? Parce que, ouais, non, il m'est arrivé énormément de choses. Donc forcément, J'en ai d'autres, hein, ouais. si ça peut te donner des idées. Ouais, Hein. c'est incroyable parce que ma mère sur notre groupe de la famille hier, ah ben je sais pas si c'est par rapport à ça, mais elle a pris des Je photos. pense que oui. Ah ok. C'était- Et C'est fait donc griller, zut. exactement. Et donc ouais, on a revu pas mal de photos comme ça. J'ai des très 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 bons souvenirs de l'enfance et en même temps des très mauvais, mais plus ou moins des bons. Malheureusement, après, on choisit pas les mauvais, il suffit qu'ils soient là à 1% et des fois, ils peuvent t'impacter à vie, hein. C'est ça qui est... Quand tu dis mauvais, c'est par rapport à l'aspect digestif ou d'autres éléments? Ouais, beaucoup de choses sur des événements que j'ai pas réussi, sans faire de mauvais jeu de mots, des éléments que j'ai pas réussi à digérer, tu vois, Ouais. et qui derrière m'ont impacté pendant beaucoup trop d'années et qui aujourd'hui m'impactent toujours, pour être honnête. Comme quoi? Ouais, tout ce qui est, ça va plus être avec la vision de moi-même. Mais on va rentrer dans le cliché vraiment. C'est pas grave. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est droit au fait d'être en bonne santé. Tu vois, en fait, tu viens t'identifier énormément à tes symptômes et à ta maladie, et tu penses que ça fait partie de toi. Et en fait, parce que aussi on te dit que c'est toi, on te dit que t'es comme ça et que ça sera ça à vie. Moi j'ai consulté je sais pas combien de professionnels de santé qui m'ont dit c'est comme ça, il faut que tu t'y fasses. Éventuellement on a ça pour toi, Ouais, accepte quoi. Fais pas chier, qui quoi. marche pas trop. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, t'es comme ça. Et on te le bourre dans la tête, on te le bourre, et tu t'identifies à la maladie. Et moi, les personnes que j'accompagne, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à faire la transition à... Alors, je vais pas parler de guérison, parce que moi, c'est super important, je ne parle jamais de guérison, je parle d'améliorer la qualité de vie, d'accord? Je suis pas un médecin généraliste ou quoi que ce soit, par contre, je peux t'aider à améliorer ta qualité de vie, à avoir moins de symptômes, etc., etc. Mais ces personnes-là, des fois, elles ont du mal. Elles me disent, en vrai, c'est dingue parce que tout ce qui se passe là, c'est fou. J'ai ça qui m'arrive, c'est trop bien, ça, d'un point de vue symptôme. Mais j'y crois pas. Enfin, c'est pas possible, je peux pas aller mieux. Et ces personnes restent bloquées dans ça, tu vois. Et donc, moi, quand je vois ça, et que je pense à ces éléments un peu mauvais qui m'ont impacté, ben, c'est quelque chose où j'ai énormément de mal à me détacher. J'ai des croyances limitantes, en fait. Je sais que avec mon frère, on baigne beaucoup dans ça. Je suis un grand fan de Joe Dispenza, qui aime bien repartager sur les réseaux, avec toutes ces histoires de croyances limitantes, etc. Et ouais, il y a certaines choses que tu te dis tous les jours et qui sont complètement fausses, qui n'ont aucun fondement. Donc quand je vois ça, ça me fait penser à quelqu'un d'assez pur, neutre, et qui après va se faire manger le cerveau. Tu me tends une perche pour parler de ton frère. Je vais prendre. On a une petite surprise pour toi vis-à-vis de ton frère qu'on va pouvoir vous faire écouter. Hop. Yo frérot, je voulais te féliciter pour 3 choses. Premièrement, c'est d'avoir réussi à me pimper la santé, puisque grâce à toi, je suis toujours en forme. Deuxièmement, c'est d'avoir eu le courage de faire un truc qui te faisait kiffer. Et je me rappelle à l'époque où tu rentrais des US, tout le monde te disait de reprendre les études. Et troisièmement, c'est d'avoir réussi à en vivre. Donc voilà, continue de faire ce que tu kiffes. Voyage, la musique, la santé, d'aider les gens. Je suis très fier de toi. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à montrer à tout le monde que t'es le mec le plus chaud en France et que t'es le nouveau carnivore MD. C'est pas fini. Et par contre, mec, tu parles de santé, mais moi, je sais que tu vas t'envoyer un énorme père-et-fiche demain. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ton frère? Ouais, mille merci. C'est vrai que ça a été un peu un moteur. J'ai tout de suite, pour être très honnête, pas mal de choses que j'ai fait assez très rapidement tout seul.
J'ai toujours été considéré des fois comme le mec un peu plus voilà, bizarre, tu vois, sur certaines choses, sur certaines passions. Donc je me suis focus très rapidement sur certaines choses, sans suivre un peu ce truc du les études, tout ça et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu une énorme chance, c'est Alex. Lui, il a réussi très rapidement. Il a un parcours qui est quand même assez ouf. Il a eu des petites galères, mais c'est... Ça sent toujours bien, Alex. Alex, Ouais. c'est incroyable. Mais c'est là où... Il est brillant, ouais. Alex, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Tout le monde dit c'est incroyable. La vie, c'est... Voilà. Il marche, il avance, il se passe jamais rien, mais il est très fort, tu vois. Et donc, je sais que ça a aidé un peu dans ma transition avec justement ce monde-là, le fait de forcément pas continuer les études. Alors même si j'ai fait tout ça, avant moi j'étais parti, j'avais fait quoi? J'avais fait maths appliquées aux sciences sociales, j'avais fait fac de sciences, derrière j'avais transféré aux États-Unis, en université américaine, avec une bourse sportive pour le tennis, en Ouais, fait, je parce sais. que du coup voilà, j'ai fait ça toute ma vie, le tennis. Ça m'a impacté aussi. Et derrière, quand tu dis... Avec une bague, tu l'as pas mise, mais je sais qu'il y a une sorte de bague. Ouais. Si les connaisseurs de tennis, j'ai l'info. Je sais pas si on aura le temps trop d'y aller, parce qu'on Ouais. arrive sur la fin. Et je voulais te faire écouter le message, mais je sais, pour donner aux gens, et comme ça, ça permet toi d'étayer derrière. Ouais. Bon, t'étais un putain de sportif. T'as été classé 1-6, je crois ça. Non. Ouais, alors ça c'est un grand débat, ça. C'est un grand débat. Bon, en tout cas, t'as gagné un gros championnat aussi, où t'as eu une Oui. bague qui est archi reconnue. aux Ouais, US, là-bas collège. par rapport Ouais. au championnat national. National, ouais. Après, pour le classement, moi, ce qu'il y a, c'est que quand tu transfères aux États-Unis, du coup, tu joues plus forcément en France. Donc, j'avais gardé mon classement français de 1-6. Et après, là-bas, j'avais eu un classement américain qui est en équivalence française. Donné le classement moins de 6. Et il s'avère que quand j'étais rentré en France et que j'avais demandé le transfert, j'étais en retard de 2 semaines ou quoi. Et ils m'ont dit, on vous donne pas le transfert. Refaites une saison entière en France et on vous donnera le classement aussi. Et j'avais Ouais. dit, donc ça fait 3 ans aux États-Unis. En gros, j'ai pas augmenté de niveau, quoi que ce soit. Donc, mes potes aiment bien en France me charrier sur le techniquement, t'es que un 6, hein, t'as jamais eu le. Alors que. Bon, bref. Ok. Donc, ça, c'est un peu le débat. Ouais, non, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est, hormis le fait d'avoir fait tout ça, Alex, lui, vu qu'il a très bien réussi sur ses conquêtes externes, tu vois, d'un point de vue professionnel, ben mes parents, ils étaient un peu obligés d'accepter le fait qu'il fasse des trucs bizarres, façon de parler. En mode, je sais que quand il a eu. Il pouvait soit avoir une meilleure position ou alors prendre un plan de licenciement. Il a dit, oh, je vais prendre l'argent et je vais développer un business à côté. Ils ont dit, mais t'es un malade, t'as une position en or. Lui, il a dit, non, non, mais t'inquiète, c'est ce que je fais. Donc, personne n'a compris. Au final, mais tout se passe très bien. Donc il réussit là, il retente un truc qui n'a aucun sens sur papier. Il réussit. Donc à chaque fois, mine de rien, dans la famille, parce que Diego, mon petit frère, du coup, c'est ce qui se passe aussi pour lui. Il est un peu... il baigne dans le même milieu, et pareil, lui, il fait du Facebook Ads, là, il était sur Bali, là, il est à Montréal, donc il suit un peu les traces. Et lui, ça l'a encore plus aidé, je pense que tous les deux, on soit un peu dans ce monde-là. Mais moi, c'est vrai que Alex a été un facilitateur, tu vois. Parce qu'à chaque fois, je sentais qu'ils avaient envie de dire, ouais, attention. Et en même temps, c'est... Et Alex, lui... Il y arrive. Il y arrive. Pourquoi pas lui? Ouais. Pourquoi... Et puis Alex m'a énormément défendu aussi, quoi. Sur énormément de choses, avec Diego aussi. Donc c'est vrai que quand tu as une personne qui réussit, c'est la preuve vivante qu'il a réussi, et que lui dit non, mais ils peuvent faire ça, franchement c'est bien s'ils font ça et tout, c'est sûr que c'est difficile pour mes parents derrière de dire bah non, c'est la preuve vivante, tu vois. Donc non, et ça, je lui dois énormément de choses sur ça, ils m'aident toujours sur plein de trucs. Donc, ouais. Il ne m'a fait que des éloges sur toi. Il m'a dit... parce qu'en fait, nous, on devait discuter depuis très longtemps ensemble. Le temps a fait qu'on n'a pas discuté. Et finalement, on arrive à discuter, à faire un podcast ensemble. Je n'ai entendu que du bien de toi, de ton frère. Alors forcément. Ouais, bah, bien sûr. Les éloges, j'en veux, voilà. Mais quand même, beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit absolument, il faut que tu mettes Robin dans ton podcast. On arrive sur la fin. La question que je pose à absolument tout le monde qui est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue, de notre podcast? Ok. Très intéressant. Alors, plusieurs petites choses. Ça serait changer sa vision sur la viande, sur la nourriture animale, comprendre que ce qu'on vous montre de partout, c'est pas forcément la réalité. Dans le sens où ça peut être une part de la réalité, mais c'est pas la réalité à 100%. Donc, faire ses propres recherches en permanence. Au fil des années, tu commences à comprendre qu'il faut toujours faire tes propres recherches. Même moi, mes mentors, tout ça et tout, il y en a certains, il y a longtemps, au final, je suis pas très d'accord sur certaines choses maintenant, tu vois. Donc, faites vos propres recherches, ne croyez pas une seconde tout ce que je viens de dire, allez le vérifier. Et si jamais vous avez besoin de moi sur des sources ou quoi, je vous l'envoie, y a pas de souci. Mais juste comprendre que le débat,
que ce soit pour la santé, l'environnement, quoi que ce soit, il est bien plus nuancé. Et alors, c'est chiant, les gens, ils ont envie de faire du buzz à droite à gauche, ils ont envie d'une solution. Quand moi, on me pose une question et que je commence par... Alors, ça dépend. Les gens, ça les fait chier. C'est genre, non, vas-y, dis-moi un truc. Donc, juste voilà, ça serait plus cette notion de nuance, de comprendre que tout est nuancé. Et que c'est pas juste ou noir ou blanc. Et après, faites vos recherches. Pour tous ceux qui ont des symptômes chroniques, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre, mais ils le savent tous. Ils ont fait 1 milliard de consultations et ils s'en sortent pas parce que les conseils qu'on a aujourd'hui ne marchent pas trop. Donc, continuez de faire des recherches. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter pour clore notre podcast, Robin? Je pense que c'est toujours possible d'améliorer sa santé, peu importe ce qu'on te dit. Même si tu penses avoir un truc de malade, incurable ou quoi que ce soit, je ne veux pas donner non plus de faux espoirs, mais de ce que je vois tous les jours, il y a énormément de choses qui peuvent s'améliorer. Donc juste au moins avoir la curiosité d'aller faire plus de recherches. Peut-être que ça peut vous prendre franchement des années. Moi, ça m'a pris, je vais être très honnête, ça m'a pris 20 ans. Des fois, je découvre des trucs en 5 ans. Mais ne jamais, voilà, avoir de l'espoir au moins. Et au pire, suivez-moi sur les réseaux. Normalement, je donne un peu d'espoir. Bah écoute, merci infiniment. Je suis très content qu'on ait pu aussi avoir un point de vue différent sur cet aspect-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui peuvent, en tout cas en France, sur ce sujet-là, prendre la parole. La bonne nouvelle, c'est que c'est chez nous que c'est passé. Merci infiniment, Robin, et je te dis forcément à très vite. Ouais, merci à toi, c'était cool, et à très vite. À très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à me contacter. Tu vas voir, on va pouvoir faire des trucs de dingue et peut-être que tu auras des choses à raconter aussi passionnantes que l'entrepreneur que tu viens de voir. On se retrouve au prochain épisode. Merci et à très vite.